Et si le plus grand secret de Sheila n'avait jamais été un scandale, mais un manque? Et si, derrière les refrains lumineux, les robes impeccables, les chorégraphies millimétrées et l'éternel sourire de scène, s'était toujours cachée une femme blessée, une femme qui n'a jamais cessé de chercher ce que la gloire ne peut pas donner? Et si, 5 ans après la disparition de l'homme qui avait partagé une longue part de sa route, Sheila finissait enfin par admettre non pas une faute, non pas une chute, mais cette vérité que tant de gens pressentaient depuis longtemps? Même après les deuils, même après les humiliations, même après l'âge, le cœur, lui, n'abdique jamais, car c'est bien là que commence cette histoire. Non pas dans les paillettes, non pas dans les tubes, non pas dans les souvenirs figés d'une France en noir et blanc qui a grandi avec «L'école est finie» avant de danser sur Spacer. Mais dans une question presque dérangeante, presque interdite lorsqu'elle concerne une icône, que reste-t-il, au soir d'une vie publique immense, quand la foule s'éloigne, quand les projecteurs se refroidissent, quand les morts prennent plus de place que les vivants et que le silence, enfin, ose entrer? Pendant des décennies, Sheila a été observée comme peu d'artistes l'ont été, scrutée, commentée, fantasmée, déformée. Son visage appartenait au public, sa voix appartenait à la radio, sa silhouette appartenait au magazine, et sa légende, elle, semblait n'appartenir à personne tant chacun s'en croyait le propriétaire. Pourtant, derrière Sheila, il y a toujours eu Annie Chancel. Et derrière Annie Chancel, il y a eu une femme que l'époque a souvent forcée à se taire, à encaisser, à continuer, à monter sur scène même quand tout, intérieurement, appelait à s'effondrer. Le public a longtemps cru connaître Sheila. Il croyait connaître la jeune fille yéyé propulsée dans les années 1960 comme la parfaite fille d'à côté, façonnée par Claude Carrère, devenue idole populaire presque avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Née Annie Chancel le 16 août 1945, elle est devenue l'un des visages majeurs de la pop française dès le début des années 1960, avec une série de succès qui ont installé sa présence dans l'imaginaire collectif, avant une spectaculaire mue disco à la fin des années 1970 avec Sheila NB Dévotion. Mais l'histoire réelle de Sheila ne ressemble pas à une ligne droite. Elle ressemble à un couloir d'écho, où les triomphes répondent aux blessures, où les refrains les plus fédérateurs cachent parfois les plus profondes solitudes. Très tôt, tout a été trop vite, trop fort, trop lourd. Alors qu'elle n'était encore qu'une très jeune femme, son corps a commencé à payer le prix de ce succès démesuré. Le rythme imposé, les tournées, les attentes, le surmenage, l'épuisement n'a pas tardé. Sheila a souffert d'anémie, a perdu beaucoup de poids, a dû suivre des traitements hormonaux, et cette fragilité physique de jeunesse a ensuite été transformée en venin public par une rumeur ignoble qui la poursuivra pendant des décennies. Elle a elle-même raconté que cette rumeur affirmant qu'elle était un homme l'avait poursuivie pendant 40 ans. Voilà déjà peut-être le premier grand malentendu Sheila. On a souvent voulu raconter sa vie comme une succession de choix, alors qu'une partie de ses drames relève aussi d'un système qu'il a exploité, exposé, puis abandonné à ce qu'il avait lui-même fabriqué autour d'elle. Sa trajectoire ne peut pas être lue seulement comme celle d'une chanteuse ayant connu des hauts et des bas. Elle raconte aussi la brutalité d'une époque du show business français où l'on fabriquait des mythes vite, où l'on marchandait l'intimité, où l'on sacrifiait volontiers l'humain pour préserver l'icône. Cette violence, Sheila la retrouvera jusque dans ce qui aurait dû être l'un des jours les plus doux de sa vie, son mariage avec Ringo. À l'époque, le couple fascine. 2 chanteurs populaires, 2 visages connus, une union vendue presque comme une romance nationale. Mais des années plus tard, Sheila détruira elle-même l'image de conte de fées. Elle dira que ce mariage fut pour elle une horreur, l'un des jours les plus dramatiques de sa vie, un moment englouti par la foule, les photographes, la pression médiatique, la fuite orchestrée de l'information, le vacarme d'un événement qui n'avait plus rien d'intime. Ce qui aurait dû être une promesse est devenu un spectacle. Ce qui aurait dû protéger l'amour l'a exposé à la voracité publique. Sheila et Ringo se sont mariés en 1973 et ont divorcé en 1979. Et c'est là que s'installe une autre vérité fondamentale dans la vie de Sheila. L'amour, chez elle, n'a jamais été séparé du tumulte. Il n'a jamais été un refuge simple. Il a souvent été observé, dévoré,
parasité. Avec Ringo, le couple a fait rêver la France. Mais derrière l'image, le vernis s'est fissuré. Avec le temps, Sheila a laissé entendre combien cette histoire avait été plus douloureuse que ne le croyait le public. Le duo médiatique, le couple vedette, la machine populaire, tout cela produisait des images parfaites, mais les images parfaites ont parfois pour fonction de masquer les fractures. Après ces premières grandes désillusions, beaucoup auraient pu penser que Sheila se cuirasserait définitivement, que le sentiment deviendrait pour elle un territoire interdit, qu'après avoir tant donné à la foule, elle se condamnerait à ne plus rien donner au cœur. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans les années 1980, alors qu'elle avait déjà traversé tant de mutations artistiques et tant de tempêtes personnelles, un autre homme allait entrer dans sa vie d'une manière moins tonitruante, plus souterraine, plus adulte. Yves Martin. Connu du public sous le nom de Lionel Leroy, il n'avait pas le statut mythologique que la presse avait donné à Ringo. Il n'arrivait pas dans le décor comme le prince d'une idylle médiatique. Il venait du travail, de la musique, de la proximité artistique, de la fidélité des années. Les sources publiques rapportent que Sheila et Yves Martin se rapprochent à partir des années 1980, après s'être rencontrés dans un cadre artistique, avant de finir par tomber amoureux et se marier en 2006. Leur histoire, en réalité, avait déjà derrière elle plus de 20 ans de lien lorsque le mariage est finalement arrivé. Ce décalage dit tout. Cette fois, il ne s'agissait plus de construire un symbole. Il s'agissait peut-être, enfin, de construire une durée. Plus de 20 ans. Cette donnée, à elle seule, est capitale. Elle déplace complètement le récit. Car ce que Sheila a trouvé auprès de Lionel Leroy n'avait rien d'un emballement de une de magazine. C'était une présence, un compagnonnage, une connivence, une route commune faite moins de vacarme que d'endurance. Dans une existence où tant de choses avaient été arrachées, surexposées, commentées, ce second grand chapitre amoureux semble avoir porté une promesse très différente. Non plus le vertige, mais le soutien. Non plus l'image, mais la structure. Non plus l'éblouissement, mais l'abri. Et pourtant, même cet abri n'a pas tenu jusqu'au bout. Le couple se marie en 2006. Ils se séparent en 2016. Là encore, l'histoire refuse les fins simples. Ce n'est ni la fable de la réparation définitive, ni celle du cynisme absolu. C'est autre chose. La preuve qu'on peut aimer longtemps, sans pour autant sauver tout ce qui devait l'être. La preuve qu'une relation profonde peut exister, compter, marquer, et malgré tout s'achever. La preuve, surtout, que les êtres les plus admirés sont parfois ceux dont la vie sentimentale porte le moins aux certitudes. Puis vient 2021. Yves Martin meurt en juin. Et dans le message de Sheila, ce qui frappe n'est pas seulement la tristesse, c'est la texture du souvenir. Elle parle d'un homme discret, d'un épicurien, d'un talent, d'une musique, de rire, d'excès, de plus de 25 années de vie animées par sa présence. Ce n'est pas un hommage administratif. Ce n'est pas une formule convenue. C'est un fragment de vie commune, soudain renvoyé au passé. C'est la reconnaissance publique d'une empreinte intime. À cet instant, on comprend que même séparé d'elle depuis plusieurs années, Yves Martin n'avait pas quitté sa mémoire émotionnelle. Il restait l'un de ces êtres qui demeurent au centre de soi, même quand la vie vous a déjà éloigné. À partir de là, les biographies deviennent presque insuffisantes. Les dates ne suffisent plus. Les résumés ne suffisent plus. Il faut imaginer ce que peut signifier, pour une mère, la disparition de son enfant unique. Il faut imaginer ce que devient une célébrité lorsqu'elle cesse d'être seulement une célébrité pour entrer dans la zone nue de la souffrance absolue. Car la mort d'un enfant n'a pas de langage adéquat. Elle ne s'explique pas. Elle ne s'absorbe pas. Elle ne s'élégantise pas par de beaux mots. Elle ouvre un vide qui ne se referme jamais vraiment. Sheila a parlé de ce deuil avec une retenue qui rend ses confidences encore plus bouleversantes. Elle a dit, en substance, que l'on ne s'en remet jamais. Elle a laissé entendre qu'après un tel choc, la ligne de partage n'était plus entre la force et la faiblesse, mais entre la survie et l'effondrement. D'autres reprises d'interviews ont rappelé que la musique, la scène, la discipline du métier, et peut-être aussi une certaine spiritualité intime, avaient constitué ce qui l'avait empêché de sombrer complètement. Plus récemment encore, des articles ont rapporté qu'elle continuait à faire vivre ses disparus à travers des rituels avant chaque concert.
C'est ici que l'image publique de Sheila se renverse totalement. On l'a longtemps regardée comme un symbole d'endurance, de professionnalisme, de métamorphose artistique. Mais derrière cette endurance, il y avait peut-être quelque chose de plus vertigineux. L'obligation de continuer pour ne pas mourir tout à fait avec ceux qu'elle avait perdus. Monter sur scène n'était plus seulement chanter, c'était tenir. Chanter n'était plus seulement performer, c'était résister. La carrière elle-même changeait de nature. Elle n'était plus uniquement le lieu de la réussite, elle devenait une structure de survie. Alors, quand en 2025, Sheila laisse entendre, avec sa franchise désarmante, qu'elle n'est pas une nonne, ce n'est pas une petite phrase légère arrachée à une icône amusée. C'est beaucoup plus puissant que cela. C'est la réapparition d'un désir de vie, là où beaucoup auraient attendu uniquement la mémoire, la retenue ou la résignation. À 80 ans, alors que tant de récits sociaux voudraient enfermer les femmes dans le rôle de gardiennes du passé, Sheila rappelle qu'elle demeure une femme vivante, c'est-à-dire traversée par des envies, par des élans, par la possibilité même de l'attachement. Et c'est peut-être cela, au fond, ce que nous soupçonnions depuis toujours. Non pas un scandale sentimental, non pas une révélation sulfureuse, mais l'idée qu'au fond de toutes ces élégances, de toutes ces pudeurs, de tous ces silences publics, Sheila n'avait jamais enterré l'espérance amoureuse. Qu'après Ringo, après Lionel Leroy, après les séparations, après le deuil du fils, après les années qui passent, après le regard parfois cruel d'une société qui accorde volontiers aux hommes le droit de recommencer, mais retire aux femmes mûres le droit même de désirer, elle continuait de croire, malgré tout, qu'un bonheur tardif n'était pas une absurdité. Cette confession implicite bouleverse parce qu'elle va contre toute la mythologie de la star figée. Une idole, dans l'imaginaire collectif, ne devrait pas bouger. Elle devrait rester une image. Or, Sheila fait exactement l'inverse depuis toujours. Elle change, elle traverse, elle encaisse, elle réapparaît, elle refuse la momification. Dans les années 1960, elle était l'emblème pop d'une France qui se rêvait légère. Dans les années 1970, elle surprend encore en se réinventant. Lorsque Love Me Baby paraît anonymement sous l'étiquette SB Devotion, c'est presque une opération clandestine destinée à ne pas choquer un public habitué à la Sheila d'hier. Puis l'identité éclate au grand jour, et la France découvre qu'elle peut aussi être internationale, disco, sensuelle, moderne. Love Me Baby, puis Singing in the Rain, puis surtout Spacer, redessine son image artistique à grande échelle. Cette mue disco n'est pas un simple détail de carrière. Elle raconte déjà quelque chose d'essentiel. Sheila a toujours refusé d'être assignée une fois pour toutes. On voulait la garder dans une case. Elle a bougé. On voulait la réduire à une innocence pop. Elle a trouvé une autre voie. On voulait la définir par les rumeurs. Elle a répondu par la longévité. On voulait la limiter à un passé glorieux. Elle a encore sorti des albums, encore monté sur scène, encore occupé l'espace avec une autorité que beaucoup n'avaient pas vu venir. En 2025, l'entretien donné à la Fnac à l'occasion de son album À l'avenir montre d'ailleurs une artiste toujours active, lucide, entière, loin d'une simple nostalgie de musée. Dès lors, parler d'aveu chez Sheila ne peut pas se faire comme on le ferait pour une vedette de tabloïd. Chez elle, l'aveu n'est pas spectaculaire. Il est plus fin, plus grave, plus humain. Il consiste à admettre qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle n'a pas cessé d'attendre quelque chose de la vie. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si profondément romanesque. Dans une société fascinée par les drames, on attend souvent des survivants qu'ils deviennent des monuments. Or, des monuments ne désirent pas. Les monuments ne tremblent pas. Les monuments n'espèrent plus. Sheila, elle, refuse ce destin de statue. Il faut aussi mesurer la cruauté spécifique de son parcours, car ses erreurs, si l'on veut employer ce mot, ne sont pas celles d'une femme légère ou incohérente. Elles ressemblent davantage aux conséquences d'un monde qui lui a sans cesse volé la maîtrise du récit. Son producteur a contribué à la fabrication d'une rumeur monstrueuse autour de son genre, une rumeur qu'elle a dénoncée publiquement bien des années plus tard. Son mariage avec Ringo a été transformé en événement médiatique incontrôlable. Sa vulnérabilité physique de jeune femme a été recyclée en fable humiliante. Son chagrin de mère a lui aussi été commenté, disséqué, parfois jugé. À travers toutes ces séquences, ce qui revient sans cesse, c'est la même mécanique.
Sheila a souvent dû se battre non seulement contre les épreuves, mais contre le récit toxique qu'on en faisait autour d'elle. Voilà pourquoi sa parole tardive sur l'amour nouveau prend une dimension presque politique. Lorsqu'une femme de 80 ans dit, explicitement ou non, qu'elle n'a pas renoncé au bonheur sentimental, elle dérange encore des représentations très enracinées. On tolère qu'elle soit courageuse, on tolère qu'elle soit digne, on tolère qu'elle se souvienne, mais on accepte moins facilement qu'elle veuille encore être choisie, désirée, accompagnée, aimée. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus bouleversante et la plus noble qu'elle affirme. La vie affective n'est pas une faveur réservée à la jeunesse. Elle est une forme de respiration qui peut survivre même aux ruines. Dans cette perspective, Sheila apparaît presque comme le contraire de l'image fabriquée jadis autour d'elle. On avait vendu la jeune idole comme une figure lisse, presque docile, presque transparente. Or, le temps a révélé une femme bien plus dense, fière, durement éprouvée, capable de nommer les manipulations subies, capable de revenir sur ses illusions, capable aussi de reconnaître qu'en elle subsiste une part indomptable qui veut encore croire à la douceur. C'est une trajectoire infiniment plus forte que le simple récit d'une star. C'est l'itinéraire d'une femme qui, après avoir été longtemps parlée par les autres, reprend peu à peu le droit de se définir elle-même. Et peut-être faut-il relire toute son histoire sentimentale à partir de là. Wingo ne fut pas seulement le mari célèbre des années d'euphorie, il fut aussi le premier miroir brisé, la première grande preuve que l'amour public peut être une scène de guerre. Lionel Leroy ne fut pas seulement le second mari plus discret, le compagnon des années plus mûres, il fut aussi la preuve qu'une relation peut se construire loin du vacarme, durer longtemps, survivre même à la séparation par la trace qu'elle laisse au fond d'une existence. Et l'idée d'un amour encore possible aujourd'hui n'est pas un caprice de vedette. C'est peut-être le dernier refus, le plus émouvant de tous. Le refus de laisser le deuil avoir le dernier mot. Car c'est cela, au fond, qui frappe le plus chez Sheila en 2026. Non pas qu'elle soit encore là. Beaucoup de légendes survivent à leur époque. Non, ce qui frappe, c'est qu'elle soit encore intérieurement en mouvement. Qu'elle ne parle pas comme quelqu'un qui se ferme. Qu'elle ne se décrive pas comme une relique. Qu'elle accepte encore l'idée d'un futur, même fragile, même improbable, même tardif. Le titre même de son album récent, À l'avenir, semble presque résonner comme un manifeste intime. Il existe encore un après. Il existe encore une ligne devant soi. Il existe encore une possibilité que quelque chose arrive. Bien sûr, trouver un bonheur neuf à 80 ans est difficile. Elle le sait. Le monde le sait. L'expérience, les absences, les cicatrices, la notoriété, l'âge, tout complique cette promesse. Mais justement, c'est parce que c'est difficile que son aveu compte. Une femme qui a tout connu, la ferveur populaire, les métamorphoses artistiques, les humiliations médiatiques, l'amour, le divorce, la disparition d'un compagnon de longue durée, le deuil inimaginable d'un enfant, continue d'espérer une forme de beauté. Cette espérance-là n'a rien de naïf. Elle est plus courageuse que tous les slogans. Alors, que reconnaît vraiment Sheila aujourd'hui? Peut-être ceci, qu'au-delà de la chanteuse, de l'icône, du symbole national, de la survivante, demeure une femme qui n'a jamais totalement renoncé à être heureuse. Pas seulement admirée, pas seulement applaudie, heureuse. Une femme qui a compris que la gloire ne protège de rien, que les foules ne consolent pas, que les refrains ne remplacent personne, mais qu'il existe malgré tout, dans les années tardives, une forme de fidélité à soi qui consiste à ne pas déclarer son cœur terminé. Il y a dans cette vérité quelque chose de terriblement poignant, parce qu'elle ne vient pas d'une jeunesse confiante, mais d'une vie qui a payé cher chaque lumière, parce qu'elle ne naît pas dans l'ignorance du malheur, mais après l'avoir traversé, parce qu'elle ne dit pas « tout va bien ». Elle dit presque l'inverse. Beaucoup de choses ont été brisées, beaucoup d'illusions ont été détruites, beaucoup d'êtres ont disparu. Et pourtant, malgré tout cela, le désir d'aimer n'a pas été détruit. Peut-être est-ce là, finalement, le secret le plus profond de Sheila. Pas ses métamorphoses, pas ses disques, pas ses unions célèbres, pas même les rumeurs qui ont tenté de l'engloutir.
Son secret, le vrai, c'est d'avoir transformé la survie en élégance, la blessure en tenue, la mémoire en mouvement. Et maintenant, 5 ans après la disparition de Lionel Leroy, presque un demi-siècle après l'effondrement du mythe Sheila Ringo, presque 10 ans après le drame absolu de la perte de son fils, elle laisse filtrer une vérité d'une simplicité désarmante. Il y a encore, quelque part en elle, une place pour la tendresse. Dans le vacarme d'une époque qui adore des aveux bruyants, c'est peut-être le plus beau des aveux parce qu'il est le plus humain. Sheila ne dit pas qu'elle a tout réparé. Elle ne dit pas qu'elle n'a plus peur. Elle ne dit pas que le passé s'est effacé. Elle dit, à sa manière, qu'une femme peut avoir tout perdu sans renoncer totalement à l'idée d'un recommencement. Et cette idée, chez elle, a une force rare, parce qu'elle a été gagnée contre le réel, contre les humiliations, contre les tombeaux, contre la fatigue, contre le temps. Alors oui, peut-être que nous l'avions toujours pressenti. Derrière le mythe, derrière la pudeur, derrière les chansons, il y avait cette vérité en attente. Sheila n'a jamais cessé de chercher un endroit où son cœur pourrait enfin ne plus être un champ de bataille. Et s'il faut une dernière image pour la comprendre, ce n'est ni celle de la jeune idole Yéyé, ni celle de la reine disco. C'est celle d'une femme debout, tard dans la vie, parmi ses souvenirs et ses fantômes, qui choisit encore de ne pas fermer la porte.